Le jour où ma fille de 13 ans m'a demandé, d'une voix trop calme pour son âge, si je pouvais venir la chercher plus tôt, parce que maman est encore occupée, j'ai compris que mon mariage était en train de mourir. Je ne savais simplement pas encore à quel point, ni combien de gens jouaient déjà un rôle dans la pièce. Moi compris. Puisque pendant des mois, j'avais préféré appeler ça de la fatigue, du stress, un passage à vide, tout sauf ce que c'était vraiment. Un mensonge avec du parfum cher et des horaires qui ne tenaient plus debout. Je m'appelle Marc. J'ai 42 ans. Je vis à Lyon, dans un appartement du 6e arrondissement, avec vue sur une cour intérieure triste comme une salle d'attente de dentiste. J'étais marié à Claire depuis 15 ans. Elle travaillait officiellement dans l'événementiel, ce qui, au début, expliquait très bien les appels tardifs, les samedis bloqués, les clients capricieux et les dîners professionnels qui s'éternisaient. Sauf qu'à force, même un homme patient finit par remarquer que les mots ne collent plus au réel. Claire me disait qu'elle avait une réunion à Pardieu. Puis je tombais, par hasard bien sûr, sur une notification de péage vers Villefranche. Elle jurait rentrer directement après un rendez-vous. Puis sa géolocalisation familiale, qu'elle oubliait parfois de couper, l'envoyait faire un détour absurde par Confluence. Un soir, elle m'a dit qu'elle dînait avec une cliente de Bordeaux. Et 5 minutes plus tard, j'ai entendu dans un vocal WhatsApp en arrière-plan la voix d'un homme rire, comme si tout lui appartenait déjà. Je n'ai rien dit. J'ai observé. C'est ma spécialité. Dans mon métier, la gestion de patrimoine, les gens pensent que tout se joue sur les chiffres. En réalité, tout se joue sur les détails. La seconde de trop avant une réponse. Le relevé bancaire qu'on pose, face cachée, la phrase préparée à l'avance. Claire avait commencé à me parler avec cette prudence des gens qui ont déjà un pied dehors. Elle m'appelait Marc, au lieu de mon cœur. Elle oubliait des choses qu'elle n'oubliait jamais. Le goûter de notre fille Lucie, l'anniversaire de ma mère, la quittance du syndic, mais elle n'oubliait jamais son téléphone. Jamais. Même pour aller prendre une douche, ce qui, dans un mariage, est l'équivalent moderne d'une alarme incendie. J'aurais pu exploser, fouiller, hurler, jouer au mari blessé dans une série médiocre de TF1. J'ai préféré devenir méthodique. J'ai commencé petit. Des tickets de caisse dans les poches de manteau. Des dépenses étranges sur notre compte joint. 2 coupes de champagne, un mardi à 16 heures. Un plein d'essence payé dans le Beaujolais, alors qu'elle m'avait parlé d'un déjeuner à la Croix-Rousse, une réservation annulée dans un hôtel près d'Aix-les-Bains. Là, j'ai arrêté de me raconter des histoires. Un jeudi, j'ai pris ma matinée. J'ai mis une veste banale, celle qu'on ne remarque pas, et je l'ai suivie. Rien de romanesque. Pas de pluie dramatique, ni de musique de fond. Juste le périphérique. Des feux rouges, des livreurs en scooter, et moi qui découvrais que ma femme conduisait vers un café discret près des quais du Rhône, avec l'assurance des gens qui y sont déjà allés trop souvent. Elle s'est garée, elle a vérifié son reflet dans le rétro, pas comme une épouse qui file à un rendez-vous professionnel, comme une femme qui veut être regardée. Puis il est arrivé, plus jeune que moi, nettement, 35 ans peut-être, manteau camel, montre insolente, sourire de type à qui on a rarement dit non. Claire est sortie de la voiture avant même qu'il coupe le moteur. Elle l'a embrassé sans hésiter. Pas un baiser volé, pas une erreur, non. Un geste installé, rodé, presque confortable. J'aurais aimé vous dire que j'ai ressenti de la rage. En vérité, j'ai surtout ressenti une forme de netteté glaciale, comme quand un médecin arrête enfin d'appeler « gêne passagère », ce qui était une fracture depuis le début. Je les ai regardés entrer dans le café. J'ai pris 2 photos, puis 3, pas par jalousie, par discipline. Quand on veut survivre à une trahison, il faut cesser d'être romantique et commencer à être précis. Ce soir-là, à table, Claire m'a raconté avec beaucoup d'aplomb une réunion interminable avec un traiteur catastrophique. Lucie mangeait ses pâtes en silence. Elle évitait de regarder sa mère. Puis Claire est allée répondre à un appel sur le balcon. Lucie a posé sa fourchette. Elle a haussé les épaules avec cette lassitude qui n'appartient pas aux enfants. Et elle a murmuré « Papa, j'espère juste que tu ne vas pas encore faire semblant de ne rien voir. » J'ai levé les yeux vers elle. Elle aussi savait. Peut-être depuis plus longtemps que moi. Et à cet instant précis,
j'ai compris que mon problème n'était pas seulement l'infidélité de ma femme. Mon problème, c'était tout ce qu'elle avait déjà entraîné derrière elle. Le mensonge, l'argent, notre fille, et cet homme que je n'avais encore vu qu'une seule fois, mais qui avait déjà posé sa main sur ma vie, comme sur un objet qu'il comptait emporter, et je n'avais encore aucune idée de son nom, ni du prix exact de ce qu'ils préparaient ensemble. Le lendemain, j'ai déposé Lucie au collège, comme d'habitude. Sac sur une épaule, écouteurs autour du cou, ce mélange très français de nonchalance étudiée et de tempête intérieure. Avant de sortir de la voiture, elle m'a regardé une seconde de trop, et elle a dit « Tu sais que ce n'est pas nouveau, hein ?» Puis elle a claqué la portière, avec cette brutalité sèche qui appartient aux enfants, qui ont dû grandir plus vite que prévu. Je suis resté au volant sans démarrer, avec la sensation délicieuse d'être officiellement sorti du club des imbéciles heureux. À partir de là, j'ai cessé d'espérer une explication raisonnable. Je me suis mis à travailler comme je travaille sur un dossier sensible, sans lyrisme, sans cri, avec une obsession simple, comprendre avant d'agir. J'ai repris tous nos relevés des 8 derniers mois, le compte joint, les cartes, les virements, les petites dépenses qui paraissent anodines quand on veut avoir la paix et qui deviennent des projecteurs quand on décide enfin d'ouvrir les yeux. Claire retirait du cash plus souvent qu'avant. Des montants modestes, jamais assez gros pour faire scandale, toujours assez réguliers pour raconter quelque chose. Il y avait aussi des déjeuners à deux, des pleins d'essence dans des zones où elle n'avait rien à faire, des courses fines chez un caviste de la presqu'île, alors qu'elle m'expliquait depuis des semaines qu'il fallait faire attention en ce moment. Cette phrase, dans la bouche d'une personne infidèle, signifie souvent « faisons attention avec l'argent du mari, pas avec le mien ». J'ai aussi remarqué qu'elle consultait plus souvent qu'avant nos placements communs. Une assurance vie ouverte il y a des années, une épargne de précaution, quelques fonds que j'avais volontairement gardés liquides pour les études de Lucie et les imprévus. En clair, l'ennui conjugal avait peut-être trouvé une vocation entrepreneuriale. Le soir même, j'ai attendu que Claire s'endorme. Puis, j'ai pris son iPad, pas son téléphone. Elle le gardait comme un agent double garde son cyanure. L'iPad, en revanche, était resté sur le buffet du salon, déverrouillé, par paresse ou arrogance. Parfois, la trahison ne tombe pas, grâce à une grande intelligence, mais grâce à une batterie bien chargée, je n'ai pas trouvé de messages explicites. Claire n'était pas stupide, mais j'ai trouvé mieux. Un calendrier partagé sous un intitulé grotesque. S-Project, avec des créneaux récurrents, des rendez-vous en extérieur, des déjeuners, une visite de local à Villeurbanne, une réunion avec un comptable, et cette mention qui a eu sur moi l'effet d'un verre d'eau glacé dans le dos. Voir pour apport initial après divorce. Après divorce, c'était donc proprement planifié. Romantique, comme une rupture de contrat. J'ai pris des captures. J'ai tout envoyé sur une adresse sécurisée que Claire ignorait. Puis, j'ai refermé l'appareil avec le calme du type qui sait qu'il vient d'ouvrir une porte qu'il ne refermera plus. 2 jours après, l'occasion de mettre un nom sur le visage s'est présentée seule. J'étais à la boulangerie, rue Masséna, un endroit où le pain coûte le prix d'une consultation juridique, et où tout le monde se regarde, comme s'il préparait une succession. Quand j'ai vu Claire dehors, elle parlait avec une amie à elle. Sandrine, genre impeccable, ton faussement léger, et j'ai entendu, malgré moi, une phrase que l'univers avait manifestement décidé de me livrer, sans supplément. Seth est persuadé qu'après l'été, tout sera bouclé. Claire a répondu en riant ce petit rire que je connaissais si bien et que j'ai détesté sur le champ. Seth, donc, il s'appelait Seth. Pas Sébastien, pas Samuel, non, Seth. Un prénom de type qui a dû apprendre très tôt à se considérer comme une marque. J'ai noté le nom. Puis, j'ai fait ce que fait tout homme, moderne, trahi, avec dignité. J'ai cherché partout, sans en avoir l'air. Réseaux sociaux, registres d'entreprise, vie économique locale. Et Seth a commencé à prendre forme. Seth Delorme, 34 ans, fondateur de 2 sociétés, une de conseil en développement premium, formule qui ne veut rien dire, mais coûte toujours cher. L'autre dans l'événementiel de luxe. Tiens donc, il apparaissait en photo dans des soirées à Bordeaux, Cannes, parfois Genève,
Costume ajusté, mâchoire assurée, poignée de main trop ferme. Le genre d'homme qui appelle tout le monde par son prénom pour mieux leur vendre une catastrophe emballée dans du papier ivoire. Sur le papier, tout allait bien. Jolies photos, partenariats, articles flatteurs dans la presse locale. Mais plus je creusais, plus le vernis sonnait creux. Une structure radiée, une autre au bord du rouge. Des retards de paiement signalés. Un ancien associé qui parlait de gestion aventureuse. Expression française, très élégante, pour désigner un type qui joue avec l'argent des autres, comme un enfant avec des allumettes. J'aurais pu me sentir rassuré. Après tout, ma femme trompait son mari avec un escroc de seconde catégorie. Ce n'est pas exactement flatteur pour elle, mais je n'étais pas rassuré du tout, parce que, entre-temps, Lucie s'était mise à parler, par fragments d'abord, puis avec une précision qui m'a donné envie de casser quelque chose. Elle avait vu Seth plusieurs fois, pas seulement dans un café, aussi dans la voiture de sa mère, devant notre immeuble, une fois même à la fête de l'école, au fond de la cour, comme un investisseur venu examiner un bien avant achat. Elle m'a dit « Maman disait que tu ne comprendrais pas, que tu t'accrocherais pour l'argent. » J'ai presque souri. Moi, m'accrocher pour l'argent, alors que j'étais justement le seul à savoir combien il y en avait réellement, et combien de précautions il fallait prendre pour qu'il ne disparaisse pas dans les mains d'un illusionniste en mocassins italiens. Cette nuit-là, j'ai dormi 3 heures, puis j'ai pris rendez-vous avec un avocat discret, un notaire que je connaissais, et un vieil ami expert comptable qui détestait les margoulins avec une constance qui honorait sa profession. Quand je lui ai montré le nom de Seth, il a levé un sourcil et il m'a dit « Ah, lui, on commence à entendre trop de choses sur son dos. » Et là, pour la première fois depuis le début, j'ai compris que cette histoire n'allait pas se limiter à une liaison minable. Claire ne préparait pas seulement une sortie sentimentale, elle préparait un transfert, une fuite élégante avec caisse de départ. Et moi, j'étais assis au milieu du salon, dans notre appartement encore silencieux, à regarder la porte d'entrée comme on regarde le décor d'une pièce dont on connaît enfin le vrai genre. Ce n'était plus une comédie conjugale, c'était une opération, et j'allais devoir découvrir combien il comptait emporter. Et surtout quand. J'ai toujours pensé que les grandes catastrophes arrivaient avec du bruit, des sirènes, des portes qu'on claque, des phrases définitives. En réalité, elles arrivent souvent dans le silence feutré d'un cabinet d'avocats, avec une machine à café médiocre, des dossiers beiges et quelqu'un qui vous dit d'une voix polie « Surtout, ne dites encore rien à votre épouse ». Maître Vignal avait ce ton calme des gens qui voient les naufrages avant les autres et qui savent très bien où placer les bouées. Je lui ai apporté mes captures, les relevés, les photos, le nom de Seth, les rendez-vous, les mouvements d'argent, tout ce qui transformait une intuition conjugale en dossier solide. Il a parcouru les pièces sans m'interrompre. Puis, il a posé ses lunettes et il a dit « Votre problème n'est pas l'infidélité. Votre problème, c'est l'abus de confiance en préparation. » Dit comme ça, c'était presque élégant. Claire ne comptait pas seulement partir. Elle comptait partir équipée, avec une partie de notre épargne familiale maquillée en investissement intelligent. À ce stade, j'ai ressenti quelque chose de très simple et très froid. La fin absolue de toute indulgence. J'ai immédiatement sécurisé ce qui pouvait l'être. Séparation de certains accès. Double vérification sur les comptes. Alerte auprès de la banque. Rendez-vous discret avec notre conseiller patrimonial. J'ai prétexté une réorganisation fiscale. Il a compris beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. En France, les gens de banque ont l'air blasés. Mais ils sentent l'odeur du divorce, comme les boulangers sentent la pâte qui tourne. Pendant ce temps, je continuais à jouer mon rôle à domicile. Le mari régulier, poli, un peu fatigué. Celui qu'on croit déjà vaincu parce qu'il ne fait pas de scène. Claire, elle, était presque plus légère. Comme si l'idée d'une autre vie lui donnait un teint meilleur. Elle recommençait même à fredonner le matin en se maquillant. Ce détail m'a confirmé que le cynisme a souvent une bande-son ridicule. Un mercredi soir, elle a annoncé qu'elle partait à Grenoble pour une réunion de 2 jours. J'ai dit très bien. J'ai embrassé Lucie sur le front. Puis, 1 heure plus tard, j'étais dans ma voiture, derrière un utilitaire de livraison, garé à distance d'un appart-hôtel près de l'aéroport de Saint-Exupéry, où Claire n'avait, curieusement, aucune réunion.
Seth est arrivé 20 minutes après elle. Chemise blanche, sac de voyage, mine satisfaite du type persuadé que la discrétion est une affaire de lunettes de soleil, portées trop tard. Je les ai vus entrer. J'ai photographié la réception, les horaires, les arrivées, la plaque de sa voiture, et j'ai attendu. Parfois la dignité consiste à rester assis dans une Clio de location avec un café froid, en admettant que votre mariage a désormais un tarif à la nuitée, le lendemain matin, pendant qu'il devait certainement rejouer la scène pathétique du grand amour contre le monde entier. Moi j'étais chez mon ami Étienne, l'expert comptable, qui avait poussé ses recherches sur Seth. Il m'a montré des documents, plusieurs structures enchevêtrées, des factures croisées, des dettes fournisseurs, des promesses de contrats jamais concrétisées, et surtout un projet en cours, ouverture d'un concept store événementiel premium à Lyon, encore un de ces projets si premium qu'il ne repose que sur l'argent d'autrui. Il y avait même un prévisionnel, très optimiste, presque poétique dans son mépris du réel. Et au milieu, une ligne parlait d'un apport extérieur à venir. Le montant correspondait presque exactement à la somme que Claire pouvait espérer tirer vite de notre épargne commune si je restais aussi naïf qu'elle l'espérait. J'ai eu un rire bref, celui qu'on réserve aux mauvais acteurs convaincus d'être subtils. Le plus violent, pourtant, n'est pas arrivé par les chiffres. Il est arrivé le soir, quand Lucie est entrée dans mon bureau pendant que je relisais les copies des documents. Elle a refermé la porte derrière elle, et elle m'a demandé « Tu vas enfin arrêter de lui trouver des excuses ?» J'ai répondu oui. Elle a hoché la tête, comme quelqu'un qui validait une échéance administrative. Puis elle m'a raconté le reste. Sa mère lui parlait de Seth depuis des mois, en lui présentant l'histoire comme une séparation inévitable. Presque civilisée, elle lui disait que parfois les adultes méritent une seconde chance, que je serais mieux sans elle, que Seth avait des projets, de l'ambition, une vision. Lucie m'a lancé un regard sec, et elle a ajouté « Moi je voyais surtout un type qui me parlait comme si j'étais déjà un détail logistique. » Cette phrase m'a traversé comme une lame propre. Ma fille avait donc été utilisée, préparée, lentement habituée à l'idée que sa mère allait démonter sa vie comme on démonte un meuble Ikea, avec un faux calme et des vices perdus. J'ai demandé si Claire lui avait parlé d'argent. Lucie a hésité, puis elle a dit, une fois au téléphone, elle a dit à quelqu'un qu'après le divorce, elle mettrait enfin ce qui lui revient dans le projet. Ce qui lui revient, j'ai répété ça dans ma tête, comme on répète une insulte particulièrement inventive. Ce qui lui revenait, donc, selon elle, incluait les économies de précaution, les études de notre fille, et sans doute ma capacité à rester gentil pendant qu'on me vidait les poches avec un sourire responsable. Le week-end suivant, j'ai eu la confirmation définitive. Claire pensait que j'étais à Paris pour un rendez-vous client. En réalité, j'étais resté à Lyon. J'ai suivi sa voiture jusqu'à un local à rénover dans le 7e arrondissement. Ancienne boutique, rideaux métalliques fatigués, quartier en mutation. Parfait pour les escrocs qui parlent de concepts hybrides et d'expériences immersives. Elle y a retrouvé Seth et un troisième homme que j'ai reconnu plus tard comme un courtier. Ils ont visité les lieux, parlé chiffres, délais, travaux. Et à un moment, Seth a pris Claire par la taille, avec cette désinvolture de propriétaire provisoire. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé, malgré la distance. Dans 3 mois, on sera tranquille. J'ai pris mes photos. Je suis parti avant la fin. Et sur le chemin du retour, au feu de Garibaldi, mon téléphone a vibré. C'était Maître Vignal. Sa voix était plus tendue que d'habitude. Il m'a dit qu'il venait de recevoir une information officieuse, par un confrère. Le nom de Seth commençait à circuler dans une enquête financière plus large. Rien de public encore, mais assez pour comprendre que son château de cartes prenait déjà l'eau. J'ai regardé devant moi les rails du tram, les passants pressés, la ville parfaitement indifférente, et j'ai compris que Claire n'était pas en train de quitter un homme stable pour un homme passionné, elle était en train de sauter d'un mariage solide dans une affaire potentiellement pénale, avec notre argent comme parachute. Et cette fois, je tenais non seulement la preuve de la trahison, mais aussi la date approximative de leur chute. Restait à savoir si Claire allait l'admettre avant que tout explose, ou si elle préférait, fidèle à elle-même, attendre que les débris lui tombent directement sur la tête. Claire n'a rien admis avant l'explosion. Elle a fait mieux. Elle a choisi le mépris tranquille.
celui des gens persuadés que leur version survivra aux faits. Tout a basculé un mardi matin. Banal comme une facture EDF. J'étais à la banque pour finaliser la protection des derniers comptes communs quand mon téléphone a vibré 3 fois de suite. D'abord Étienne, puis Maître Vignal, puis un numéro inconnu. J'ai rappelé l'inconnu en premier. Mauvaise habitude. Excellente décision. C'était un officier de police judiciaire. Poli. Précis. Il souhaitait me voir rapidement au sujet de mouvements financiers liés à une société de Sète-de-l'Orme. J'ai regardé la plante verte de l'accueil, comme si elle pouvait commenter la situation. Puis, j'ai répondu que j'étais disponible. Dans l'après-midi, j'ai compris l'ampleur du naufrage. Sète était dans le viseur pour escroquerie, abus de biens sociaux et montage douteux entre plusieurs structures. Rien de glamour, juste la vieille recette française du type qui promet des merveilles avec l'argent des autres. Sauf que cette fois, il avait eu les yeux plus gros que ses bilans. Il savait déjà que Claire gravitait autour de lui, qu'elle avait assisté à plusieurs réunions, qu'un apport devait arriver. Moi, je n'ai rien dramatisé. J'ai remis ce que j'avais. Relevé, capture, photo, date, horaire. J'ai vu dans le regard de l'enquêteur ce petit éclair professionnel qui signifie, enfin, quelqu'un de rangé dans ce cirque. Le soir, Claire est rentrée tard, sans prévenir. J'étais dans la cuisine avec Lucie. Je coupais du pain. Scène très bourgeoise pour une fin de mariage. Elle a posé son sac, nous a regardés. Puis elle a dit « Il faut qu'on parle ». J'ai répondu « Pour une fois, oui ». Elle a eu un léger sourire nerveux. Et elle a lâché le morceau avec cette brutalité, propre aux lâches qui veulent appeler franchise, ce qui n'est qu'un retard. Elle aimait Seth. Elle voulait divorcer. Elle n'était plus heureuse depuis longtemps. Elle méritait une autre vie. J'ai presque admiré la mise en scène. Il ne manquait qu'un violon et un café tiède. Lucie, elle, a reposé son verre et a dit « Tu veux surtout partir avant que tout tombe ?» Le silence qui a suivi avait la délicatesse d'un accident de bus. Claire s'est tournée vers elle, choquée, ou jouant à l'être, difficile à dire. Puis vers moi. Elle a compris immédiatement que je savais. Pas tout, mais assez. J'ai dit calmement que j'acceptais le divorce, que l'appartement resterait stable pour Lucie, que tout échange passerait désormais par avocat. Son visage a changé. Pas la douleur, non. Le calcul contrarié. Elle pensait trouver un homme blessé, peut-être suppliant. Elle trouvait un dossier déjà classé. Elle a essayé une dernière carte. Marc, ne rends pas sa salle. J'ai souri. Sale. Claire, c'était déjà sale. Moi, je mets juste des gants. Elle est partie 2 jours plus tard avec 2 valises, des manteaux hors saison et son indignation sélective. Lucie est restée avec moi. Elle a regardé sa mère fermer la porte sans pleurer, puis elle m'a demandé ce qu'on mangeait. J'ai dit pizza. Parce qu'en France, on enterre beaucoup de choses avec une pizza correcte. La suite a été rapide, presque vulgaire dans son efficacité. Seth a été placé en garde à vue, puis mis en examen. La presse locale a commencé à sortir des articles. Prudent, mais suffisant. Claire a été convoquée. Son nom circulait. Le fameux projet de boutique premium s'est évaporé comme un parfum trop cher. Elle m'a écrit 1 semaine plus tard. Long message, mélange de panique, d'orgueil et de phrases sur les erreurs humaines. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis envoyé un vocal où sa voix tremblait, juste assez pour espérer attendrir. Lucie l'a entendu par hasard. Elle m'a regardé et elle a dit « Surtout, tu ne la reprends pas ». J'ai répondu que non. Et cette fois, c'était vrai, sans effort. Au tribunal, Claire avait l'air de quelqu'un qui découvrait enfin que les choix ont des reçus. Moi, j'étais calme. Dossier propre. Ligne claire. Aucune envie de me venger. Seulement celle de finir. Et quand elle a compris qu'elle n'obtiendrait ni retour, ni argent facile, ni version héroïque de son histoire, elle a baissé les yeux pour la première fois depuis des mois. Il restait encore une dernière tentative de sa part, la plus humiliante, et elle allait la faire en public, là où elle pensait autrefois briller. La dernière fois que Claire a essayé de revenir, c'était presque élégant, dans le genre catastrophe tardive, un samedi de novembre, au mariage civil de la cousine de Lucie,
à la mairie du deuxième, avec les bouquets trop serrés, les manteaux humides, les gens qui jugent en chuchotant, comme si le volume changeait la nature du plaisir. Elle est arrivée seule, plus mince, plus terne, ce qui n'a rien de noble. La vie finit toujours par retirer le maquillage aux illusions. Je ne l'avais pas revue depuis l'audience précédente, seulement lue à travers ses messages de plus en plus discrets, puis de plus en plus désespérés. Elle avait d'abord tenté la dignité, puis l'explication, puis la nostalgie, et enfin ce grand classique des gens acculés. Tu étais le seul qui m'aimait vraiment. Phrase admirable, surtout prononcée après avoir essayé de partir avec la caisse. Lucie portait une robe bleu sombre et des baskets blanches. Alliance très 13 ans. Très, je fais un effort, mais il ne faut pas exagérer. Elle a vu sa mère de loin, n'a pas bronché, puis m'a dit « Si elle pleure, tu la laisses pleurer dehors. » J'ai répondu d'accord, avec le sérieux administratif que mérite ce genre de consigne. Pendant le vin d'honneur, Claire s'est approchée. Pas de grand théâtre, juste cette fatigue nerveuse des gens qui ont enfin compris que le monde ne leur doit pas une sortie de secours. Elle m'a demandé si on pouvait parler. J'ai accepté, dans la cour, sous une arche de pierre où il faisait un froid impeccable. Elle m'a dit qu'elle avait tout perdu. Son poste, ses économies, ses amis pratiques, sa réputation. Seth l'avait entraînée dans ses mensonges. Elle n'avait pas vu à quel point il manipulait tout le monde. Là, j'ai levé une main. Pas pour la faire taire. Simplement pour éviter le recyclage. Tu l'as vu. Claire, tu as juste préféré que ce soit moi qui paie. Elle a eu un mouvement de recul. Puis ce que je n'attendais plus est arrivé. Elle a cessé de jouer. Elle a baissé la tête. Et elle a dit « Oui, devant moi. » Sans public choisi. Sans angle flatteur. Oui, elle savait qu'elle mentait. Oui, elle comptait partir avec l'argent. Oui, elle m'avait sous-estimé. Oui, elle avait aussi abîmé Lucie. Ce mot-là, abîmé, est resté entre nous comme une facture impossible à contester. Elle m'a demandé s'il restait une chance. Non pas pour le couple, elle n'osait même plus, mais pour revenir un peu. Dans nos vies, à notre rythme, j'ai regardé la porte vitrée derrière elle, où l'on voyait les silhouettes des invités bouger dans la lumière jaune. Puis, je lui ai répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. Tu pourras peut-être reconstruire quelque chose avec ta fille, si elle le veut, mais avec moi c'est terminé. Pas parce que je te déteste. Justement, parce que je ne te dois même plus ça. Elle a pleuré. Discrètement. Enfin, une performance sobre. Puis Lucie est sortie nous rejoindre. Elle a regardé sa mère et a dit « Maman, papa t'a déjà plus respecté que tu ne l'as respecté. Alors, maintenant tu arrêtes. » Claire a voulu lui toucher le bras. Lucie a reculé d'un pas. Pas méchant. Définitif. Je crois que c'est à cet instant que tout s'est refermé. Sans cri, sans vengeance brillante. Simplement avec la porte exacte qu'on ferme quand on ne veut plus vivre dans le désordre des autres. Le divorce a été prononcé, peu après. Dans des conditions claires, sans retour possible. Claire a disparu de notre quotidien, puis de nos conversations, ce qui est encore la manière la plus propre de quitter une histoire. Lucie et moi avons gardé l'appartement quelques mois, puis nous avons déménagé à Nantes. Pas pour fuir, pour respirer, un lieu plus calme, un autre rythme, un collège neuf pour elle, un bureau lumineux pour moi, des dimanches au marché, des trajets en tram, des dîners simples, du silence sans mensonge dedans. Parfois le soir, elle vient dans la cuisine pendant que je prépare des pâtes ou un gratin. Elle pioche du fromage, me raconte sa journée, et je mesure la paix à des détails ridicules. Un téléphone posé, face visible sur la table, un agenda qui ne ment pas, une porte qui s'ouvre sans inquiétude. J'ai longtemps cru que perdre ma femme serait la fin d'une vie. En réalité, c'était la fin d'un brouillard. Je n'ai pas gagné contre elle. Ce n'était pas un match. J'ai juste cessé de participer à une mauvaise pièce. Et de l'autre côté, il y avait ma fille. Un appartement plus petit, moins de bruit, plus de vérité. Et cette chose rare que l'argent n'achète jamais. Une vie enfin propre, paisible, honnête, avec de la place pour l'avenir. In a small town, such contributions constitute gross indecency and will be reverted in the twinkle of an eye. I agree, leave the room in, I agree.
Remember, you can only prevent forest fires. Oh, and speaking of fire, if you govern the Fire Nation, we strongly urge you to call off the so-called special military operation in Ba Sing Se. As we know, one does not simply walk into Mordor without a visa. Sorry, am I having a stroke right now reading this? Are we all communally experiencing this with me? Otherwise, you shall not pass. Sauron has closed its borders to outsiders for personal security reasons, and attempts to cross have resulted in forced extradition to Isengard. And don't even try and think about... Don't even think about trying to outsmart him either, for the great eyes ever watchful. President can confirm this is real. Can vouch reality verified. Okay, is anyone else having a mental breakdown about this? There is no war in Ba Sing Se. Okay, good work out. I don't know what that is. Don't edit war over the colour of templates. I also pinched myself to check it. It's a show reference. Oh, is it? What show is it? Some things on English Wikipedia are more important than others. For instance, it's important to deal with issues that randomly accuse people of murder to avoid getting the Wikimedia Foundation sued out of existence. Other issues, such as whether it's acceptable for users to remove warning messages from their user discretion pages, are less important. The show Ba Sing Se is from Avatar. It's from Avatar. Sorry. Ba Sing Se is from Avatar. That was a really backwards way of saying that sentence. Somewhere near the bottom of the importance scale is the colour of template messages. Fucking hell. Oh, this is when people... this is people getting actually pressed over Wikipedia. This is less fun. Yeah, I'm not processing any of it. I figured The Last Airbender. It was just the structure of that sentence really sent me. It's like hearing Joanne Page on Taskmaster just rambling. Nerds be nerding. I love nerds being nerds. What's stegophily? Interesting. Did you know that buildering, which is the act of climbing on the outside of buildings and other artificial structures, is also called stegophily, which is a really silly name. Staying cool when the editing gets hot. Usable. Don't stuff beans up the developers' noses. Over time, Wikipedia has come to appreciate the time of development and network operations team put into keeping the site running as well as possible. In addition to this, another vital rule is picked up fairly early. Don't give the developers ideas. They'll shape... Oh my god. Taste vet. Keep your hands, feet, and unhelpful interface quirks to yourself. Can we make our own wiki page? Can someone make me a Wikipedia page? Can someone make me a Wikipedia page? Holocaust. Wait, can we do that? Can we just do that? Is that really vain? I don't know if anyone cares if you create an account on Wikipedia and log in, it has dark mode. That actually is really good to know. Okay. Do we become either Bilderberg or Build-A-Bear? Yes, you can. Time to go back to work. I need to go get a Diet Coke. I'm flagging. Bye. Hi. Haley, hi. Goldie, hi. My microphone's really far away. Sorry. Could you even hear me? Mic is low. Sorry, my microphone was really far away. Sorry. Hello? I'd moved the microphone away because of the dog. Did he just headbutt it? Hello. Sorry. Hi. Hi. Professional streamer, by the way. This is my job. This is my part-time job, in case anyone was wondering. Not better yet. Fuck's sake! Chewy! He'd knocked the input game with his big fat head. Sorry. Sorry. Oh, I'm sorry. Hi, everyone. Should I try that again? Marby, thank you so much for 8 months. Hi, how are you? Hi, Cactus Whack. Hi, Sleeping. Hi, Kay. Hi, Kern. Hi, Dean. Hi, Haley. Hi, Goldie. Hi, Bowser. Hi, Kelpie. Hi, everyone. Hi. There you are. Hi, Drew. Welcome back. Okay. It's time to make the changes around here. I know some of you will still be working, but